97% des phénomènes des fausses naturelles, et ça n'existe absolument pas une critique sérieuse, scientifique, voire médicale. Eh bien, bonjour, Richard. Oh merde, tu m'as reconnu. Comment tu m'as reconnu? Ah ben, c'est J'étais anonyme, enfin. Ah mince. Bah, il prévient, tu vois. Ouais. En plus, le machin, tu sais, j'ai un grand... Ah, puis je l'avais mis à l'envers. Enfin bon, tu vois, puis il faudrait une encoche assez énorme. Bon, bref. Bon, c'est nul. Je voulais parler d'anonymat, moi. Et pourquoi tu Parce qu'il y a plein de questions sur l'anonymat qui se posent, et sur Internet, tout ça, et est-ce qu'on peut être anonyme sur Internet? Et il paraît qu'ils veulent, le grand complot mondial voudrait peut-être qu'on soit plus anonyme sur Internet. Alors moi, je n'y comprends goutte. Bah, en fait, les choses sont relativement simples. Depuis le début d'Internet, l'anonymat n'existe pas, entendons-nous bien. Ton anonymat dépend d'une chose. Il dépend des moyens que celui qui est en face de toi est prêt à mettre en œuvre pour t'identifier. Mais c'est toujours possible. On trouve toujours la personne qu'on cherche. Internet, c'est un réseau. On est interconnectés. On arrive toujours à savoir au bout de quelle ligne tu es. Ça, c'est toujours possible. C'est toujours possible. L'anonymat sur Internet n'existe pas, n'a jamais existé, n'existera jamais. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Voilà. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est essayer de compliquer la tâche de celui qui va essayer de nous identifier. Mmh. Voilà. Et donc ça, il y a différents systèmes qui existent. Des plus simples, qui consistent à choisir un faux nom, mais de se connecter depuis chez soi, aux plus compliqués, avec des techniques de chiffrement très avancées. Voilà. Donc on peut rendre la tâche de celui qui nous recherche difficile. Mais l'anonymat n'existe pas. Et encore une fois, la capacité de quelqu'un à lever ton anonymat sur Internet, elle dépend directement des moyens humains, techniques, qu'il est prêt à mettre en œuvre pour te rechercher. Et donc là, en ce moment, le gouvernement, il propose d'imposer le contrôle d'identité. Alors en fait, ce qu'on sent venir, c'est effectivement une volonté d'un certain nombre de gouvernements de demander à des logiciels, ou des réseaux sociaux, ou de demander donc que ces réseaux sociaux recueillent l'identité des gens, donc une pièce d'identité, une carte d'identité, un passeport, avant de leur donner accès. Donc pour leur permettre de créer un compte, on vérifie leur identité et on conserve cette preuve de leur identité auparavant. Ça existe un petit peu déjà, sous une forme insidieuse. Sur Facebook, non, ils demandent, hein. Alors sur Facebook dans certains cas, sur Twitter on te demande un numéro de téléphone, voilà, et on t'envoie un SMS. Donc pour vérifier que le numéro de téléphone que tu donnes est valide. Alors il y a moyen de contourner. Ce qui veut dire que tu peux pas ouvrir un compte Twitter si t'as pas de téléphone. Très difficilement, oui. Oui. Tu peux l'ouvrir en fait avec un simple compte un compte mail, mais très rapidement. Quand tu fais ton premier tweet, il te bloque et te demande de donner un numéro de téléphone pour vérifier que c'est bien toi. Voilà. Donc, ça existe déjà un petit peu, mais c'est pas ton identité, c'est un numéro de téléphone et il y a des moyens de contourner ça. En fait, le problème vient du fait que les forces de l'ordre et les États ont du mal à identifier les gens. C'est un problème de compétence en fait à l'origine, c'est un problème de compétence et c'est un problème de ressources. C'est-à-dire qu'ils ont de moins en moins de ressources, de moins en moins de temps, de moins en moins de gens qui sont de moins en moins compétents, mais ils veulent pouvoir identifier les gens très rapidement. Alors, quand la personne qui est recherchée, c'est un terroriste qui vient de faire un massacre, qui a tué 100 personnes, les ressources, ils sont pas radins, hein, les moyens, ils se les donnent, ils ont les gens, ils ont les compétences, ils ont les outils, ils ont l'argent, ils ont... voilà. À ce moment-là, et puis tout le monde est prêt à collaborer, évidemment. Donc s'ils ont besoin d'images de vidéosurveillance, les magasins les donnent volontiers et tout ça, parce que l'événement est tellement grave que tout le monde participe. Donc ça, on va dire que c'est la situation un petit peu extrême. Après, il faut pas tomber non plus dans la parano, la situation inverse, où quelqu'un qui est dans son salon et qui a jamais rien fait d'autre que d'envoyer des blagues par Facebook, s'imagine que le gouvernement l'espionne. Tu vois. Il y a aussi autre chose à faire. Le problème se pose dans les cas intermédiaires. On a un compte anonyme, par exemple, sur Twitter ou sur Facebook, qui lance un appel un peu virulent à manifester le lendemain. Genre gilet jaune. Voilà. Donc la personne n'a rien fait. Mais bon, les forces de l'ordre aimeraient pouvoir avoir un œil sur lui. Alors soit lui interdire de se rendre à la manifestation, si vraiment les propos sont violents, soit juste avoir un œil sur lui pendant la manifestation, pour vérifier justement que c'est pas quelqu'un qui est en train de prendre une position un petit peu radicale et tout ça.
Et dans ce cas-là, ils ont très peu de temps pour identifier la personne, et ils ont très peu de moyens, parce que c'est une personne qui n'a rien fait. Et donc obtenir des moyens d'un juge, des moyens, tu vois, une commission rogatoire ou une réquisition pour aller chercher des informations sur cette personne-là, eh ben c'est pas simple. Et donc ils espèrent simplifier ça en demandant aux réseaux sociaux et aux différents acteurs sur Internet de s'assurer, eux, de l'identité de la personne. Et ensuite, ils passent une loi qui leur permet, sur simple requête administrative, de faire le lien entre un compte sur la plateforme et la personne. Et là, à ce moment-là, ça leur prend quelques heures pour reconnaître l'identité de la personne qui se trouve derrière le compte. Alors, c'est dangereux à deux titres. C'est que ça va dans ce mouvement qu'on observe en ce moment d'une coercition administrative et pas seulement judiciaire, donc avec un contrôle qui n'est pas fait par des institutions indépendantes, tu vois, qui est réalisé par des institutions directement dépendantes du pouvoir. Donc ça, c'est un peu ce qui se passait avec les fichiers génétiques, donner sa salive pour être incorporé au fichier, je sais plus comment il s'appelait, le fichier FNEG, là, ou je sais plus comment, le fichier ou simplement le STIC, tu sais, ce fameux fichier des infractions constatées, qui contient des données et qui est vraiment le fichier utilisé par la police et la gendarmerie. Alors, on est tous très attentifs à notre casier judiciaire, le fameux, parce que il faut avoir un casier judiciaire vierge pour entrer dans un certain nombre d'entreprises ou d'administrations, voilà. Mais ce casier, en réalité, il est consulté par personne. C'est le STIC qui est consulté. Et lui, le STIC, c'est pareil, la justice a quasiment pas de pouvoir sur ce fichier-là. Tu peux demander à être effacé du STIC, mais c'est un enfer à faire. C'est un enfer, le administratif. T'as déjà essayé ? Pour obtenir... Non, j'ai pas... En fait, j'ai renoncé. Quand je me suis renseigné sur comment on le fait... Pourtant, Dieu sait qu'il est chargé. J'ai renoncé. Ton Alors, pas trop, je crois pas. Mais... Il n'y a pas eu cette histoire avec les enfants, là à l'île de Ré? Alors, alors, c'est pas le thème. on en fera un. Non, mais donc voilà, ça rejoint la cohorte de tous ces trucs qui permettent d'obtenir des renseignements sur les gens dans des situations un petit peu tangentes, qui sont pas des situations très très graves et en même temps pas des situations complètement insignifiantes. Le deuxième truc qui est un leurre, c'est que on arrivera toujours à mettre le niveau de complexité qu'il faut pour qu'ils galèrent pour retrouver les gens les plus dangereux. Ce que je veux dire, c'est que chaque fois qu'on a essayé de mettre en place des systèmes comme ça, de coercition ou de contrôle, les gens ont trouvé les moyens de les contourner. Parce que la coévolution. Parce que j'imagine que, par exemple, Twitter va te demander une photocopie de ta carte d'identité. Mais bon, aujourd'hui, tout le monde a accès à des logiciels de retouche d'image. Faire une fausse photocopie, c'est pas... Et donc, si tu veux, la vérification, la complexité de la vérification de l'identité, elle va reposer sur la plateforme plutôt que de reposer sur l'État. Mais ça change rien. Et comment ils vont s'assurer que le PDF qu'ils reçoivent, il correspond bien à une carte d'identité existante ? Est-ce qu'ils vont, eux, avoir accès aux fichiers de l'État et tout ça ? Donc, ça résoudra aucun problème. Par contre, ça emmerde toute la masse de gens. Alors, complètement. C'est presque... Ça me fait penser, tu sais, au carnet... Je sais plus comment ça s'appelle, les carnets de voyage, là, des gens du voyage. T'imposes à toute une population d'être fiché, quoi. T'es fiché. Tu te fiches. En fait, on se fiche nous-mêmes pour accéder à des outils qui sont presque incontournables maintenant en termes de réseaux sociaux. On se fiche volontairement. C'est le principe. Avec une résistance d'ailleurs des gens qui est pas énorme, parce que c'est un petit peu comme tous les systèmes de fichiers où les gens disent mais quel est le problème à partir du moment où on n'a rien à se reprocher. Et ça, c'est le vrai danger. On a pléthore de gens qui se retrouvent dans une situation où d'un coup ils se rendent compte que des informations ont été collectées sur eux et elles prennent très mal. Elles prennent très mal parce que justement ils n'ont rien fait. Et c'est à ce moment-là qu'ils commencent à s'inquiéter des conditions de recueil des informations personnelles les concernant. Avant, les gens ont toujours l'impression que de toute façon leur vie n'est pas suffisamment intéressante pour que quelqu'un s'y intéresse. On l'a vu un peu dans les mouvements des Gilets jaunes là récemment, où il y a des gens qui ont été interdits de manifester, qui avaient absolument rien fait. Mais simplement, manifestation interdite. Et légalement, ça t'as le droit. Tu peux empêcher quelqu'un de commettre quelque chose. Tu peux empêcher quelqu'un que tu présumes avoir envie, alors qu'il l'a même pas dit, de commettre quelque chose. Alors oui, et c'est quoi ? C'est le flair qui est invoqué. C'est le flair du Pandore. C'est le risque.
Tu sais, c'est un peu comme ça rejoint un peu comment on appelle ça, le principe de précaution. C'est au nom du principe de précaution. C'est-à-dire qu'on peut, ok, celui-là a peut-être rien fait, mais bon, le week-end dernier, il y a eu des destructions dans cette manif. Et c'est ça qu'on veut éviter. Voilà. Et donc l'individu là au milieu, il pèse rien. Tu vois, on regarde ça de façon un peu globale et on dit, on va interdire 100 personnes, peut-être 80 sont innocentes, mais bon, si ça permet d'éviter qu'il y ait de la casse, alors l'objectif sera atteint. Donc c'est l'éloge du contrôle aux faciès, c'est comme les propositions de Zemmour. Il faut contrôler les Noirs et les Arabes, parce que de toute façon, les Noirs et les Arabes, c'est ceux qui sont les plus représentés en termes de délinquance. Zemmour pigeant pas que le paramètre, c'est la pauvreté qui a le... En fait, c'est hyper stigmatisant comme système. Ah bah évidemment. Et encore une fois, pas grand monde ne comprend ça. Pas grand monde ne comprend ça. Il y a plein de gens qui sont persuadés que l'anonymat, c'est quelque chose qui existe. Et donc, c'est pas difficile de leur faire comprendre que si on a affaire à un terroriste, il faut pouvoir s'assurer de qui c'est. Tu vois ? Sauf que c'est typiquement quelque chose qui s'applique pas dans le cas d'un terroriste. C'est pas un problème. Parce que là, ils mettent les moyens et donc là, c'est des propositions de changement pour attraper des gilets jaunes, pour empêcher des manifestants, pour empêcher des contestations populaires. Des gilets jaunes, des écolos, des syndicalistes qui prévoient une action un peu musclée avec, je sais pas moi, l'occupation de leur usine ou d'une préfecture, ou quelqu'un qui s'en prend au président de la République avec des propos, tu vois, insultants. Donc ça nous amène forcément à utiliser d'autres choses que les GAFAM alors. Parce que c'est les GAFAM qui exigent ça. Alors, c'est l'État. Si l'État exige ça de l'ensemble des plateformes, ça s'appliquera à toute toute plateforme accessible depuis la France. Voilà. Et donc, à partir du moment où... Alors après, est-ce que ça peut s'appliquer à des Français qui se connecteraient sur une plateforme dans un pays étranger ? J'ai un peu de mal à voir comment. Et donc, une des façons de lutter contre ça, alors d'abord, la première façon, c'est de s'opposer et de le dire. Mais quel argument ? Qu'est-ce que tu peux dire à des gens qui pensent que l'anonymat, et qui pensent qu'au nom de la lutte antiterroriste, il faut faire quelque chose, au nom de la délinquance rampante, il faut faire quelque chose. Alors, comment on peut leur faire sentir le problème ? Avec des vidéos comme celle qu'on est en train de faire. Enfin, il faut en parler déjà. Il faut en parler. Il faut dire que l'anonymat n'existe pas. Il faut dire que les gens qui sont adressés. Tu sais, on a eu un peu le même problème avec le fichier des empreintes génétiques. C'est-à-dire qu'au départ, c'était pour les pédocriminels multirécidivistes. Alors là, personne ne peut dire non. Tu vois ? Aujourd'hui, on fiche tout le monde. Le moindre manifestant qui se fait attraper, même s'il a absolument rien fait, avant de s'assurer qu'il ait fait quoi que ce soit, on fait un prélèvement génétique. Et c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise des situations extrêmes pour que les gens valident des systèmes comme ça de contrôle qui les concernent eux, en fait, qui ne concernent pas ces extrêmes dont on parle. Mais j'ai l'impression que c'est des histoires qui se répètent. C'était tout le temps, ce cycle-là. Oui. Alors, il y a un peu d'espoir dans des solutions qui nous ramènent un peu à l'Internet des origines, qui sont des solutions décentralisées, tu vois, dont on a déjà parlé ou on va parler. Des solutions comme Peertube, des solutions comme Mastodon, des solutions comme Diaspora, où plutôt que d'avoir un serveur centralisé avec un organisme responsable que tu peux mettre en demeure, sur lequel tu peux mettre la pression, dont tu peux couper les accès, enfin voilà, être sur un réseau distribué avec des dizaines, des centaines, des milliers de serveurs, chacun ayant un responsable, ce qui obligerait, pour avoir une action globale, à s'adresser à 100 personnes au lieu d'une. Et là, ça complexifie évidemment la chose. Voilà. Tu peux obtenir la fermeture d'un serveur, mais le réseau, lui, demeure. Si tu fermes YouTube, il n'y a plus de vidéos, il y a un seul responsable, il suffit de s'attaquer à une société. Comme en Chine, YouTube a été fermé, quoi. Par exemple. Oui, ou Google, ou... Alors si ça avait été distribué de partout, tu peux pas aller fermer chacun des serveurs qui hébergent. Okay. Très compliqué, voilà. Donc, ça va aussi, tu vois, tout est un peu lié, c'est-à-dire cette concentration d'Internet, alors qu'il avait été justement construit pour être décentralisé,
a permis de mettre en place des systèmes de contrôle et des systèmes de coercition de plus en plus évolués, et surtout qui permettent, sans avoir besoin de former la police correctement, parce que la police est très mal formée. Je veux dire, à part quelques équipes dont on parle beaucoup, à Paris, à Lyon, il y a quelques équipes sur la cybercriminalité qui sont un peu compétentes, mais régionalement, dans les villes, le niveau est vraiment difficile, et c'est pas parce que les gens sont bêtes, hein, c'est parce que on leur donne pas le niveau de formation qui devrait être le leur pour pouvoir travailler dans ces domaines-là. Donc voilà, il faut soutenir. Donc au-delà de dire on va essayer d'éviter d'aller sur ces plateformes ou on va s'opposer, on peut aussi essayer de favoriser des systèmes qui sont des systèmes distribués et sur lesquels ces systèmes de contrôle peuvent plus difficilement fonctionner, quoi. C'est une autre façon de se positionner là-dedans. Ok, donc idée force, l'anonymat n'existe pas, c'est un mythe. Absolument. Et quoi d'autre à retenir? L'anonymat n'existe pas. Il faut s'opposer à donc cette volonté qu'ont les gouvernements d'avoir un contrôle d'identité, je te dis, qui est déjà en place partiellement sur les plateformes. Il faut autant que possible utiliser plutôt des plateformes distribuées et que des plateformes centralisées. Et puis il faut apprendre effectivement alors pas à assurer son anonymat, mais en tout cas à compliquer autant que possible la vie de ceux qui cherchent à nous identifier. Voilà, et pas forcément parce qu'on a fait quelque chose, mais c'est justement parce qu'on n'a rien fait qu'on a un droit à la vie privée. Tu vois, moi ça me choque pas qu'on lève l'anonymat de quelqu'un qui est un terroriste, ça choque personne. Voilà. Donc les gens qui et encore, ça dépend, quoi. On a appelé terroriste pas mal de monde, hein. Oui, non, mais évidemment. Nelson Mandela était considéré comme terroriste. Absolument, bien sûr. Les résistants et les terroristes pendant la guerre. Voilà. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand évidemment quelqu'un, quand elle commet un acte vraiment particulièrement odieux, bon, voilà, c'est pas facile à imaginer. Mais voilà. Alors que là, aujourd'hui, on est dans la situation où les gens qui n'ont rien fait disent que, du coup, ça leur pose pas de problème de balancer leurs données personnelles à la face du monde. Et c'est aussi ces gens-là qui sont ciblés en réalité. Et il faut le dire. Eh ben, merci, monsieur X. Eh ben, avec plaisir, Richard. Mais non, dis pas mon nom, mon sang de mon sang. Oh mon Dieu, mais qui êtes-vous? Personne ne m'avait reconnu. Et là, on me reconnaît? Ouais. Merde. Et là? Non, toujours pas, hein, je te vois. Oh, mec. Ouais. Et là? Non, toujours pas, hein. Oh, mec. Il n'y a pas d'anonymat, je t'ai dit. Non, il n'y a pas d'anonymat. Toujours pas, là?